Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, vidéo très particulière et disons-le un peu coup de gueule. Je vais vous parler de mon parcours et je vais vous expliquer comment et surtout pourquoi j'en suis arrivé à démissionner de mon poste de metteur au point alors que ce job m'a toujours fait rêver. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va parler des véhicules électriques qui, vous vous en doutez, poussent des passionnés de moteurs thermiques comme moi vers la sortie. J'aimerais aussi vous expliquer comment on en est arrivé là, comment l'électrique est aujourd'hui au cœur du marché automobile. Et enfin vous dire, même si on a encore du mal à y croire, que la fin du moteur thermique est beaucoup plus proche qu'elle n'y paraît. Bref, une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler de moi, de mon parcours, mais aussi des événements qui ont et qui vont engendrer la fin des véhicules thermiques, qu'ils soient 2 ou 4 roues. Pour finir, je vous donnerai un avis personnel sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas très positif. Bon, avant de commencer, et comme vous êtes nombreux, notamment des étudiants, à me demander sur Instagram quel parcours j'ai suivi pour en arriver là, je vais rapidement vous expliquer ce que j'ai comme diplôme et quel poste j'ai occupé avant de démissionner de mon poste de référent dépollution moteur essence. Pour commencer, j'ai donc eu un Master 2 à la fac, option génie des systèmes industriels, diplôme que j'ai d'ailleurs eu en alternance en occupant une place dans un bureau d'études. Pour le moment donc rien à voir avec les moteurs. Néanmoins, pendant toute cette période, j'ai, comme sûrement la plupart d'entre vous, fait de la mécanique auto, moto, des distributions pour dépanner les copains, des réfections moteurs, enfin bref, j'avais déjà un gros bagage théorique sur le sujet, car comme je vous l'ai déjà dit, c'est une passion depuis tout petit. À la suite de ce diplôme, j'ai donc commencé à chercher, disons, un vrai job, et après plusieurs entretiens dans des boîtes plus ou moins sérieuses, je suis tombé sur une personne chez Alten, grosse société de services qui n'a pas forcément bonne presse, qui m'a posé la question ultime, que voulez-vous faire? J'ai répondu simplement travailler dans les moteurs thermiques, et pour moi, peu importe si ce moteur se montait sur une tondeuse ou dans une Ferrari, puisque ce que j'aime avant tout, hein, c'est le moteur thermique en lui-même. Toute l'histoire, elle a commencé à ce moment précis. J'ai à la suite de cette réponse rencontré une autre personne qui m'a posé tout un tas de questions plutôt techniques, comme par exemple comment lire un diagramme de distribution, ce que j'avais fait comme opération mécanique sur des moteurs, etc. J'ai sûrement dû répondre correctement, puisque à la suite de cet entretien, on m'a présenté au chef de service de la mise au point diesel chez PSA, et l'aventure, elle a démarré comme ça. À la suite, j'ai donc intégré une équipe qui faisait du simple suivi d'essais. Pour vous la faire courte, on devait suivre des essais de véhicules en fin de mise au point, afin de vérifier que tous les paramètres et l'ensemble des réglages fonctionnaient correctement. Rien que sur cette période, hein, j'ai énormément appris, d'une car les grands groupes comme PSA ne sont pas avares en formation, et de deux, car je passais mes journées le cul dans une bagnole avec mon PC branché au calculateur moteur. Et pour quelqu'un de curieux et d'un minimum bien câblé, c'est clairement une aubaine hein, pour en apprendre énormément sur les moteurs. Petit à petit, j'ai donc progressé et on a commencé à me confier des choses plus complexes, notamment du réglage sur banc moteur, des plex par exemple, pour ceux qui connaissent. Je suis donc resté 2 ans à ce poste et puis j'ai postulé fin 2015 dans une autre boîte, FEV. Toujours une société de service, mais ce coup-ci beaucoup plus spécialisée dans le domaine de la mise au point moteur. À cette période, j'intègre une vraie équipe de mise au point qui bosse sur ce qu'on appelle des classes dérivées. Pour la faire simple, quand un constructeur sort un moteur, il le développe d'abord sur une application qu'il appelle MER ou Moser en anglais, par exemple une Clio, et ensuite ce moteur est décliné sur différents modèles comme un Capture, une Twingo, etc. Il est facile de comprendre qu'en transposant un moteur dans une voiture relativement proche en termes de masse ou d'aéro, que le réglage ne va pas forcément complètement changer. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à reprendre et à vérifier malgré tout. Je bosse donc sur le 1,5 litre DCI Gen 6 qui équipe les Clio 4. Et une fois encore, j'apprends énormément hein, puisqu'à ce moment, j'ai accès à tout, aux cartos, au software, au cahier des charges, etc. En 2017, après un peu plus d'un an chez FEV, donc pour le compte de Renault, j'ai l'opportunité de rentrer en interne Renault. Je bossais plutôt bien, il y avait des places ouvertes. Mon chef de l'époque me propose donc de rentrer dans son équipe, mais disons de l'autre côté de la barrière. Je passe clairement 3000 entretiens, des tests psychotechniques, je repasse mon TOEIC, etc. Et puis je finis par intégrer les équipes Renault. À cette époque, hein, qu'on soit clair, j'étais le plus heureux du monde. Je venais de décrocher le poste rêvé et j'avais négocié en plus de faire de la mise au point en essence plutôt qu'en diesel, car les moteurs avaient sur le papier nettement plus d'avenir. À mon entrée, on me confie directement la mise au point d'une classe mère, donc le 1 litre TCE 100 chevaux sur la norme Euro 6 d'étampes,
Clairement, je peux le dire aujourd'hui hein, que ce sont les meilleures années pro de ma vie. Le projet est excellent, on part en mission tous les 4 matins à l'autre bout du monde. On a une équipe de folie et mon job, il est juste passionnant. Une fois cette mise au point terminée, on me propose d'embrayer sur le même moteur, mais pour la norme Euro 6D Full. Gros challenge en interne Renault, car norme extrêmement sévère, nouveau software et surtout sortie de la Clio 5. Bien évidemment, j'accepte, c'est un projet de rêve hein, qui va permettre d'apprendre encore plus et de continuer à travailler dans une équipe incroyable. Ce projet est complexe, hein, notamment sur la partie que je gère, la dépollution. La norme est telle hein, qu'il est vraiment difficile de trouver un compromis, mais 2 ans après, hein, le moteur sort dans la rue, un accomplissement et clairement une fierté pour moi. Suite à cette réussite, on me propose de devenir du coup référent dépollution moteur essence. Je passe donc côté développement, chez Renault on appelle ça l'amont, et pour cause, hein, c'est dans ce service qu'on développe les stratégies de mise au point, disons, du futur. C'est un poste intéressant, même si finalement j'étais plus en réunion que dans un véhicule d'essai. Ce poste m'a surtout permis d'ouvrir les yeux sur une chose, l'avenir. À cette époque, beaucoup de questions se posent. La norme Euro 7 va-t-elle arriver? Et quand va-t-elle arriver? Sera-t-elle sévère? Va-t-on pouvoir y répondre? Et si oui, comment? Bref, ça sentait pas forcément bon pour le moteur thermique, même si rien n'était acté. En 2021, Renault fait un plan de départ vraiment insolent qu'ils appellent CAR 21. Dans ce plan, Renault catégorise les employés en 2 catégories, le personnel essentiel et le personnel non essentiel. Ceux qui se retrouvent dans la catégorie non essentielle peuvent partir avec une certaine somme d'argent, alors que ceux qui, comme moi, sont dans la catégorie essentielle, n'ont rien à gagner. Vous allez me dire de quoi je me plains, j'étais dans la catégorie essentielle. La question était de savoir pourquoi était-il essentiel et surtout pour combien de temps. Petit à petit, les signaux commençaient à arriver. On fermait des bancs moteurs à gogo, on me demandait de former du personnel Renault à l'étranger. Et enfin, ce qu'on appelle la roadmap, donc vulgairement la liste des moteurs d'avenir, était complètement vide. Je peux même tristement dire aujourd'hui que j'ai travaillé sur les prémices du dernier moteur thermique de chez Renault. Après donc une longue réflexion et voyant le vent tourner, je prends durant l'été 2022 la décision de quitter Renault et mon poste de motoriste afin de me réorienter avant qu'il soit trop tard et que mes compétences ne valent plus rien sur le marché. Cette décision, c'est clairement un crève-cœur, mais je peux dire aujourd'hui que c'était la bonne décision. D'ailleurs, mes autres collègues n'ont pas tardé à faire la même chose et la plupart travaillent aujourd'hui dans un domaine complètement différent. Bon, maintenant que je vous ai parlé de moi, parlons un peu des faits. Comment on en est arrivé là? La première question, c'est avez-vous déjà entendu parler du CAFE, en anglais Corporate Average Fuel Economy? Le CAFE est un genre de norme qui impose la réduction des émissions de CO2 aux constructeurs, et ça depuis maintenant plus de 10 ans. À l'écran, je vous afficherai un graphique qui montre l'évolution des émissions de CO2 de 2003 à 2015, disons par constructeur. On peut voir que durant cette période, certains constructeurs sont pas trop mal et d'autres un peu moins. Problème, en 2017, les normes évoluent assez drastiquement et le cycle qu'on appelle d'homologation change. On passe d'un cycle qu'on appelle NEDC, qui est, disons-le, très peu représentatif d'un usage client. On y retrouve beaucoup de phases d'arrêt, le cycle est extrêmement peu dynamique, à un cycle WLTC, beaucoup plus dynamique et plus représentatif d'un usage client. Si vous vous souvenez bien, en 2015, on a aussi eu l'affaire Volkswagen, affaire qui révèle au grand jour la tricherie du constructeur concernant ses émissions polluantes. Les constructeurs ont donc dorénavant peur de se faire épingler et font donc de plus en plus de cycles qu'on appelle RDE, pour Real Drive Emission. Comme son nom anglais l'indique, les constructeurs font des essais en conditions réelles sur route avec des véhicules équipés de moyens de mesure portatifs. Le RDE, en plus du WLTC, beaucoup plus dynamique, participe à faire de nouveau grimper les émissions de CO2 des constructeurs, car les véhicules sont plus sollicités et donc fatalement consomment plus. Sur ce sujet, il y a eu énormément de discussions sur quelle sera la nouvelle cible CO2, à quelle date, etc. En 2012, un accord un peu farfelu qui va vous faire sourire dit qu'on peut homologuer un véhicule à 130 grammes de CO2 par kilomètre si on l'oblige à embarquer des technologies qui, en usage client, vont faire gagner au conducteur environ 10 grammes de CO2 au kilomètre,
car l'objectif moyen est bien de 120 grammes par kilomètre de CO2 et non 130. On retrouve donc une loi GSI pour Gear Shift Indicator. Vous savez, le petit voyant au tableau de bord qui vous conseille de passer en sixième alors que vous êtes en seconde. Pour la petite histoire, hein, le passage de rapport sur un cycle d'homologation est imposé. On fait donc un second cycle en demandant au conducteur de suivre ce que le tableau de bord demande. Et croyez-le ou non, la consommation diminue bel et bien. Bon, pour avoir travaillé dessus, c'est vraiment très sensible hein, et c'est surtout orienté homologation sur cycle. C'est pour ça que quand vous le faites dans votre voiture, la consommation ne diminue pas forcément. On trouve ensuite deux choses qui concernent les pneus. En premier, les fameux TPMS pour Tire Pressure Monitoring System, capteurs hein, qui surveillent la pression en temps réel de vos pneumatiques. Notez bien hein, d'ailleurs que si vous voulez gagner en consommation au quotidien, le premier truc à vérifier, hein, c'est la pression de vos pneus. Second élément, hein, les pneus qu'on appelle ultra basse consommation doivent équiper ces fameux véhicules de série. Enfin, on a aussi dans cet accord l'utilisation de climatisation, ou plutôt de compresseurs de clim optimisés à haut rendement. Bref, vous l'aurez compris, c'est une petite manipulation de masse un peu farfelue, car au final, hein, 120 grammes de CO2 en usage réel, c'est 5 litres au 100, donc c'est déjà une consommation plutôt affûtée. Entre 2012 et 2018, on a aussi la mise en place des premières pénalités CO2 pour les constructeurs, avec toujours une cible moyenne à 120 grammes par kilomètre. Suite à des tas de discussions hein, gouvernementales et disons environnementales, on parle ensuite d'une cible CO2 pour 2020 à 95 grammes au kilomètre, qui correspond à environ 4 litres au 100. Problème majeur, on veut toujours moins consommer, mais en face de ça, on fait totalement l'inverse de ce qu'il faut. On arrête les moteurs diesel hein, qui sont soi-disant trop polluants, et je ne parle pas de CO2, hein, mais bien des polluants type NOx ou particules par exemple. Le poids des véhicules explose. En effet, le client demande des aides à la conduite, plus de confort, etc. Il est donc délicat hein, pour les constructeurs de ne pas répondre à cette demande, même si bien sûr ça fait exploser le poids des véhicules. Autre phénomène triste, hein, à partir de 2011, la vente des SUV explose. On a donc du poids en plus, encore une fois, et un aéro qui est catastrophique. Bref, tous ces éléments font de nouveau exploser les émissions de CO2. Pour info, hein, si aujourd'hui vous prenez le barème du malus 2025, le malus démarre à partir de 118 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui fait qu'en achetant même une Clio hein, avec un petit moteur essence pourtant bourré de technologie, vous devrez quand même vous acquitter d'un malus. Revenons au café. Je viens de vous dire qu'il y avait eu des échanges hein, pour avoir un objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre, et ça pour 2020. Vous venez de voir que le malus pour le client démarre lui à 118 grammes de CO2 par kilomètre, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le 95 grammes est bien appliqué au constructeur. En effet, la moyenne des émissions de l'ensemble des véhicules qu'un constructeur vend doit être en dessous de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Pour vous donner un exemple, si par exemple sa moyenne est de 98 grammes, le constructeur devra payer une amende de 95 € multipliée par le nombre de grammes en écart, donc ici 3, multiplié lui-même par le nombre de voitures vendues. Si donc un constructeur vend 1 million de voitures, il faudra donc qu'il paye 285 millions pour seulement 3 grammes de CO2 en plus sur sa moyenne. Avec tout ça, il est facile de comprendre que les fabricants de véhicules se tournent petit à petit vers l'hybridation, voire l'électrification complète de leur gamme de véhicules. En effet, entre le malus appliqué aux clients et les amendes appliquées aux constructeurs, il est impensable de continuer à produire des moteurs thermiques, sachant que la cible CO2 va diminuer petit à petit. À ça s'ajoutent les normes de pollution, toujours plus sévères. Ces normes n'encadrent pas le CO2, mais les émissions de particules, de CO, de NOx, etc. Pour vous donner une petite idée, l'EPA aux US a fait un petit schéma qui donne l'évolution du coût du véhicule vs la réduction de CO2 qui va en face. On retrouve donc de l'aéro, donc pour les SUV ça tombe à l'eau, de la boîte de vitesse, de la réduction de masse, encore une fois, de l'hybridation, etc. Je voulais juste vous montrer ce schéma, car si aujourd'hui on voulait répondre aux 95 grammes de CO2 par kilomètre avec un véhicule, disons, complètement thermique, on peut voir que le coût serait exorbitant, voire même, et c'est le constat aujourd'hui, notamment avec les SUV, qui ont un aéro pourri et une masse conséquente, on ne pourrait pas atteindre cette cible sans faire appel à une hybridation ou à une électrification complète du véhicule. Vous venez donc de comprendre comment on en arrive petit à petit à interdire le moteur thermique en Europe.
Vous vous doutez bien que si des passionnés comme moi viennent à démissionner de leur poste de metteur au point, alors que c'est le poste dont ils ont toujours rêvé, c'est qu'il y a réellement un problème de taille et que la fin du thermique est plus proche qu'elle n'y paraît. À ce sujet, je voulais vous donner mon avis personnel sur ce qui se passe aujourd'hui. Personnellement, je trouve que l'avènement des véhicules électriques est tout à fait nécessaire, et ça pour diverses raisons. Néanmoins, je ne comprends pas, mais alors pas du tout, qu'on veuille absolument remplacer et tuer le thermique dès aujourd'hui. En 2025, on est aujourd'hui à la pointe de nos connaissances sur le moteur thermique. Les rendements se sont considérablement améliorés, les émissions polluantes sont dérisoires. Les mentalités ont aussi changé, je veux dire par là que les gens commencent à se déplacer différemment. Je comprends donc vraiment pas qu'on veuille imposer au client final de rouler en électrique. Les voitures thermiques comme électriques ont chacune leurs avantages, mais on est en train de mettre à la poubelle plus de 100 ans de développement pour rouler dans des véhicules électriques qui, au global, en fonction des pays dans lesquels ils sont utilisés, ne sont pas forcément mieux placés en termes d'émissions de CO2 ou d'émissions polluantes. En France, nous avons la chance d'avoir un réseau de centrales nucléaires qui nous permet de faire de l'électricité bas carbone, conjuguée au très bon rendement des moteurs électriques des véhicules. On a un bilan plutôt positif, même si bien évidemment, il y a le coût CO2 de la fabrication de la batterie, du véhicule, etc. Mais si on sort de la France, le bilan se réduit, voire s'inverse. Donc pourquoi ne pas faire un mixte thermique électrique ou proposer par exemple de rouler à l'éthanol, continuer de rouler en diesel, qui est le moteur adapté aux véhicules lourds avec un rendement excellent, faire de la recherche sur les carburants durables, comme on peut le faire dans l'aéronautique par exemple avec le SAF, faire de l'éducation, donc par exemple comment consommer moins au quotidien, enfin il y a plein de choses à faire. Mon idée principale, c'est que la diversité fait la force. Aujourd'hui, un des problèmes majeurs vient des ressources en pétrole, mais demain, on aura sûrement le même problème avec le lithium ou encore la production d'électricité si on continue comme ça. D'ailleurs, je pense, et vous me donnerez votre avis en commentaire, qu'énormément d'utilisateurs, voire de familles qui possèdent 2 véhicules, seraient prêts à accepter d'avoir un des deux en version full électrique. Enfin, pour terminer, et là on est plutôt sur un coup de gueule, j'aimerais juste vous rappeler que le domaine du transport est certes producteur de CO2, mais si vous prenez le mix des énergies primaires utilisées dans le monde, on voit quand même très nettement qu'on utilise majoritairement du charbon et du gaz, encore plus que du pétrole. Le charbon représente d'ailleurs la première source d'émissions de CO2 dans le monde. Autre info, si vous prenez la moyenne des émissions en tonnes de CO2 par an d'un Européen vs celle d'un Américain, on va presque du simple au double, 7,3 tonnes par habitant et par an en Europe, contre 12,5 aux US. En France, on est à 4,8, en partie grâce au nucléaire. Toujours plus, vous avez des sociétés qui bossent sur des avions supersoniques. Oui, parce que Paris-New York en 8 heures, c'était apparemment trop long. Autre question, s'est-on déjà demandé le coût CO2 pour la construction des usines Gigafactory de chez Tesla? L'usine proche de Berlin a d'ailleurs fait abattre pas loin de 500 000 arbres pour s'implanter. C'est un peu dommage pour des véhicules soi-disant écolos. Bref, le sujet n'est pas là. Je pense qu'on doit faire des choses pour notre planète, c'est une évidence. Mais la question que je me pose est, sommes-nous vraiment la première cible? Nous avons aujourd'hui un parc auto récent avec des moteurs à haut rendement, mais on va quand même nous imposer de passer à l'électrique, alors qu'à côté de ça, des clients vont prendre des avions supersoniques pour voyager. Pour rappel, le Concorde, c'était environ 25 000 litres de carburant à l'heure de vol. Donc même si aujourd'hui on arrivait à diviser ça par 2, j'ai du mal à entendre que les petits gars de la classe moyenne doivent encore faire des efforts en achetant des Tesla soi-disant vertes pour l'avenir de notre planète. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo un peu particulière. J'espère que malgré tout, ce sujet vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter. C'est un sujet de société qui devrait et doit faire réagir. Pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!